Quand on y pense, le métal façonné est absolument partout, que ce soit dans les gratte-ciel qui dessinent nos villes ou dans les objets les plus simples de notre quotidien. C'est vraiment la colonne vertébrale de notre monde moderne. Il est là, discret, mais incroyablement robuste. Alors la grande question, c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on prend ce matériau, qui est par nature dur et rigide, pour le transformer en toutes ces formes complexes qui nous entourent? Eh bien pour ça, il faut lui parler. Il existe un véritable langage, une sorte de grammaire d'action qui nous permet de plier le métal à notre volonté. Et ce langage, il est finalement assez simple. Il repose sur trois verbes, trois actions fondamentales: assembler, former et couper. Ce sont vraiment les piliers de tout ce qu'on appelle la chaudronnerie. Et c'est en combinant ces trois actions qu'on peut absolument tout créer. Allez, on commence par le premier, assembler. Voilà, assembler. L'idée, c'est de prendre plusieurs morceaux de métal, des pièces séparées, et de les unir. Mais attention, pas juste les coller. On veut les unir si parfaitement qu'à la fin, elles ne forment plus qu'un seul et même bloc. Une seule pièce continue. Et pour ça, la technique reine, c'est bien sûr le soudage. Le principe est simple à comprendre, on va chauffer les bords des pièces à assembler jusqu'à leur point de fusion, tellement chaud qu'ils deviennent liquides et se mélangent. C'est ça qui est crucial, on ne colle pas, on fusionne la matière. Le résultat, c'est un joint qui est, en théorie, aussi solide que le métal lui-même. Alors, un exemple très concret, le soudage TIG. C'est un procédé connu pour sa grande finesse. Comment ça marche? On a un arc électrique qui part d'une électrode en tungstène. Le tungstène, c'est un métal hyper résistant à la chaleur, donc l'électrode ne fond pas. Cet arc va créer un petit bain de fusion, une petite flaque de métal liquide qui est protégée de l'air par un gaz neutre. Et c'est là que le soudeur, avec son autre main, vient ajouter une baguette de métal, le fameux métal d'apport, pour remplir le joint. Le TIG, c'est vrai, c'est une méthode assez lente, qui demande un sacré coup de main. Mais le résultat, c'est d'une propreté et d'une précision quasi chirurgicale. C'est pour ça qu'on l'utilise pour des matériaux un peu plus nobles, comme le titane ou l'aluminium, dans des secteurs de pointe comme l'aérospatial, ou même pour faire des cadres de vélo très haut de gamme. Et puis, à l'opposé du spectre, on a le soudage MIG. Là, la différence est fondamentale. Vous vous souvenez de l'électrode qui ne fond pas en TIG? Eh bien, en MIG, l'électrode, c'est un fil qui se déroule en continu et qui fond pour devenir lui-même le métal d'apport. Du coup, tout est beaucoup plus rapide, c'est semi-automatique. C'est vraiment la méthode optimisée pour la productivité, pour la robotisation, surtout quand on travaille sur des pièces plus épaisses. Il y a aussi une autre méthode très courante, le soudage à l'électrode enrobée. Ici, tout le secret, c'est dans l'enrobage, cette sorte de revêtement autour de la baguette. Quand il fond, il fait deux choses super importantes. D'abord, il dégage un gaz qui va protéger le métal en fusion de l'air. Et ensuite, il forme une sorte de croûte solide qu'on appelle le laitier qui va isoler la soudure pendant qu'elle refroidit pour que ça se fasse doucement et correctement. Bon, on a vu comment assembler. Passons maintenant au deuxième verbe, former. Là, l'idée c'est de sculpter le métal, mais sans enlever de matière et sans en ajouter. On parle surtout de pliage. Ça a l'air tout simple comme ça, de plier une tôle, mais en réalité, ça répond à des lois physiques très précises. Cette phrase résume absolument tout. Imaginez qu'on plie une feuille de métal. La partie extérieure du pli, elle va devoir s'étirer, s'allonger. La partie intérieure, elle, va se tasser, se comprimer. Logique. Mais, pile entre les deux, au cœur même du métal, il y a une ligne imaginaire dont la longueur, elle, ne change pas d'1 millimètre. C'est ça, la fibre neutre. Et c'est la clé. Et pourquoi cette fibre neutre est si importante? Parce que c'est grâce à elle qu'on peut calculer ce qu'on appelle la longueur développée. En gros, c'est la longueur exacte de la tôle quand elle est encore toute plate, dont on a besoin pour obtenir la forme finale une fois qu'elle sera pliée. C'est une simple formule mathématique, mais c'est ce qui permet de passer du plan à la réalité au millimètre près. Sauf que, il y a un petit hic. Dans la pratique, ce n'est pas toujours parfait. Sur certaines machines à cintrer, les rouleaux qui entraînent la tôle ne peuvent pas la pincer tout au bout. Résultat, on se retrouve avec une petite partie droite au début et à la fin de la pièce. Un plat, comme on dit dans le métier. Mais évidemment, les professionnels ont trouvé la parade. C'est une technique astucieuse qu'on appelle le croquage. C'est tout simple. Avant même de mettre la tôle dans la grande cintreuse, on prend juste les deux extrémités et on leur donne déjà la bonne courbure avec une presse. C'est une petite étape en plus, mais c'est ça qui garantit une courbure parfaite sur toute la longueur. Allez, on arrive à notre troisième et dernier verbe, couper. Une fois qu'on a assemblé, qu'on a formé la matière, il faut aussi pouvoir la découper, la diviser, avec une précision absolue. Et là, on va voir que les techniques vont de la force la plus brute à la physique la plus pointue.
On commence par la base de la base, le cisaillage. Le principe, c'est exactement celui d'une paire de ciseaux, sauf qu'on est à une échelle titanesque. On a une lame qui descend avec une force absolument colossale pour trancher la tôle posée sur une autre lame, fixe celle-là. C'est direct, c'est rapide, c'est de la mécanique pure et dure. Mais pour faire des coups plus complexes ou pour s'attaquer à des métaux très épais, la force brute mécanique, ça ne suffit plus. Et c'est là qu'on entre dans un tout autre monde. On va remplacer la force par de l'énergie concentrée sous des formes extrêmes, chimiques, électriques et même lumineuses. Et là, on a un panel de technologies fascinantes. On va parler de l'oxycoupage, qui utilise une réaction chimique, du plasma et de sa chaleur infernale, du laser qui coupe avec de la lumière et même du jet d'eau qui découpe par érosion. Chacune a ses points forts et repousse à sa manière les limites de ce qu'on peut faire. L'oxycoupage, par exemple, c'est super ingénieux. On pourrait croire qu'on fait fondre l'acier, mais en fait, pas du tout. D'abord, une petite flamme chauffe le métal jusqu'à sa température d'ignition, à peu près 1300 degrés. Et à ce moment-là, on envoie un jet d'oxygène pur, et là, ça provoque une combustion du fer quasi instantanée. On ne fait pas fondre, on brûle le métal, mais de manière totalement contrôlée. Avec la découpe plasma, là, on change de dimension. On parle de température extrême. 20 000 degrés Celsius, c'est plus chaud que la surface du Soleil. On prend un gaz, on le surchauffe à ce point pour le transformer en plasma, cet état un peu fou de la matière qui va fondre le métal sur son passage et la vitesse du jet va en plus souffler et expulser tout ce métal fondu. Ensuite, le laser. Là, l'outil de coupe devient carrément immatériel, c'est juste un faisceau de lumière. Mais un faisceau qui est focalisé sur un point minuscule, plus petit qu'une tête d'épingle. Toute l'énergie est concentrée là, et ça vaporise littéralement la matière. La précision est juste absolue. On peut dessiner des motifs d'une finesse incroyable. Et enfin, la méthode qui est peut-être la plus surprenante de toutes, la découpe au jet d'eau. La grosse différence ici, c'est qu'il n'y a aucune chaleur. Zéro. On a un filet d'eau fin comme un cheveu qui est projeté à 3 fois la vitesse du son. Et dans cette eau, on a mélangé des particules abrasives, une sorte de sable très dur. Ce jet surpuissant ne coupe pas, il érode le métal. Il le ronge avec une précision redoutable et surtout sans jamais le chauffer, donc sans jamais le déformer. Voilà, assembler, former, couper. On a exploré ces 3 grands verbes du langage du métal. Mais la vraie question, c'est comment tout ça s'articule dans la vraie vie, sur le terrain. Parce que le vrai savoir-faire, ce n'est pas de maîtriser une seule de ces techniques, mais bien de savoir les combiner. C'est ça la clé. Pour faire la moindre pièce un peu complexe, un chaudronnier va peut-être d'abord couper une tôle, ensuite la former, puis l'assembler avec autre chose. C'est cette syntaxe, cette capacité à enchaîner les bonnes actions dans le bon ordre, qui fait tout l'art de ce métier. Tous ces procédés, du plus ancien au plus moderne, ce sont les fondations de notre monde technologique. Et bien sûr, ils continuent d'évoluer. Ils deviennent toujours plus rapides, plus précis, plus intelligents. Alors la vraie question, ce n'est pas de savoir si ce langage va encore changer, c'est une certitude. La question, c'est de se demander qu'est-ce que la prochaine génération de ce dialogue avec la matière va bien pouvoir nous permettre de construire ? Quelles formes, quelles structures qu'on n'imagine même pas aujourd'hui vont voir le jour demain ?